ça reste en mode Oui, enregistrement. et parce que jamais que je le réactive. Je vois, Voilà. ouais, je sais ça. Ouais, pas de soucis, seulement je regarde ça. Et puis mon ordinateur, je peux voir les questions et tout ça dedans. Les questions, je pense qu'on peut les voir ici. Alors, est-ce que tu as la possibilité de voir le chat ici? Oui, voilà. Tu les as ici. Allez, juste à l'envoyer, je veux dire. Oui, j'attends déjà. Non, c'est juste comme ça. 13 minutes d'avant. Oui, très bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être là au rendez-vous de l'événement Clusis concernant un enregistrement que nous allons effectuer dans le même temps que la partie en direct. On nous fait remarquer que l'image est un peu floue. On vous prie de vous en excuser. On essaye de faire au mieux en gardant en plus les distanciations indispensables, raison pour laquelle je me trouve à l'extérieur du champ de la caméra. Je vous souhaite au nom du comité la bienvenue et je souhaite surtout la bienvenue à nos trois invités qui vont débattre du sujet crypto qui a animé, je dirais, les conversations et les mémoires et les réflexions de chacun et chacune d'entre nous ces derniers temps. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Mehdi Atmani, journaliste indépendant à Flypaper, qui nous a proposé un certain nombre d'enquêtes sous forme de web-série et qui a gagné le prix du journalisme 2020. On vous remercie d'être là. Bonsoir, monsieur. Et avec vous, nous allons plus particulièrement nous attacher aux grandes oreilles de la Confédération et en particulier tout ce qui concernait l'affaire crypto et puis le service de renseignement de la Confédération. Je salue également la présence de monsieur Philippe Boer, conseiller aux États, membre de la commission de gestion et plus particulièrement de la délégation qui a travaillé sur le rapport de ladite commission avec l'affaire crypto et qui nous donnera le regard pointu qu'il porte sur ce dossier. Bonsoir monsieur le conseiller aux États. Bonsoir madame. Et puis je salue également la présence de monsieur Raoul Diez qui est directeur contrôle et sécurité à l'affaire Genève et qui portera lui le regard sur les entreprises installées en Suisse. Pour elle, ce type de dossier ou ce type de réaction, ça a quel impact sur l'économie, voire sur les entreprises aujourd'hui en Suisse romande, en particulier. Monsieur Diez, bonsoir. Bonsoir. Pour comme entrer en matière, ce qui m'intéresserait déjà de savoir, c'est finalement, monsieur Atmani, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer comme ça à cœur perdu sur une analyse de cette situation en Suisse, en particulier dans le domaine de l'espionnage? Il y avait tout d'abord deux aspects. Le premier qui est historique. J'avais suivi finalement le travail des confrères journalistes dans les années 90 avec l'affaire Buller, ensuite avec la déclassification des documents de la NSA en 2015. Et cette affaire, c'était un roman d'espionnage passionnant. Et je me suis dit que toutes les questions étaient encore passablement ouvertes. Et en fait, quand on tente d'y répondre, on ouvre encore une nouvelle porte, et on se rend compte qu'on arrive à documenter tout un pan de l'histoire suisse que la Suisse ne veut pas encore regarder. Donc d'où mon intérêt d'y aller, puis d'apporter ma modeste contribution. L'objectif étant de pouvoir susciter un débat public et politique, et c'est plutôt réussi. Effectivement, je veux dire que vous avez une couverture médiatique relativement importante. Moi et les confrères Ouais. également qui ont travaillé sur... Est-ce que ça a amené des difficultés particulières de réaliser ces reportages? Oui, la première étant le mutisme des autorités helvétiques, l'absence de documents qui sont toujours classifiés, et finalement cet argument qu'on nous assène à chaque fois, c'est une vieille histoire, j'ai perdu la mémoire, et en fait non. Non, c'est pas une vieille histoire, au contraire. Est-ce qu'on peut l'inscrire dans une période historique de la Suisse particulière? Oui, alors elle est intéressante parce qu'elle s'inscrit au moment, en fait, de la fin de l'affaire des fiches, dans le plus, je dirais, au pic de l'affaire crypto, à la fin des affaires des fiches, jusqu'à la fin de la guerre froide.
Et à travers l'affaire crypto, on a aussi presque une introspection dans la Suisse de l'époque qui est un pied encore dans la guerre froide et qui essaie de rénover ou de moderniser son service de renseignement. Et on a toute une pratique, c'est presque après une sociologie de la politique et du renseignement de l'époque. Et c'est vrai que l'affaire crypto s'en est une, mais l'affaire des fiches a été gérée à peu près de la même manière, les différentes autres enquêtes. Et c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir l'inscrire dans cette époque-là. Monsieur le conseiller aux États, quand on vous a dit que vous alliez vous précipiter à pieds joints sur l'affaire crypto, quelle a été votre première analyse et votre première perception? Là, j'imagine que la première perception, puisque la délégation s'est constituée au mois de décembre 2019, juste après les élections fédérales, et c'est dans une de nos premières séances qu'on a entendu parler de l'affaire crypto et des conséquences qui pouvaient arriver. Je dois dire que si vous me posez vraiment la question de la première perception, c'est malgré tout quand on reçoit un document avec l'aigle de la CIA dessus, marqué secret, on a un petit peu le sentiment de se trouver dans James Bond. Mais ça, si vous voulez, c'est le premier sentiment que vous me demandez. Après, ben c'est clair que c'est le travail d'investigation qui commence, c'est la recherche de renseignements, c'est les auditions d'un certain nombre de personnes, c'est comme dans une analyse journalistique, finalement, de croiser un certain nombre de renseignements pour arriver à sortir un rapport relativement rapidement, puisque notre travail a duré 8 mois. Et je crois, comme monsieur l'a dit, il y avait une nécessité de se plonger non seulement dans l'histoire, mais ce qu'a aussi voulu la commission, c'est de dire nous sommes là pour faire un travail politique, et le travail politique s'inscrit dans ces dernières années. Et ça a peut-être été, ou c'est peut-être la grande différence entre un travail qui effectivement commence à la fin de la guerre froide, ou avec la chute du mur de Berlin, et puis qui devait suivre jusqu'à ce qui s'est passé l'été passé avec les décisions prises par le SECO, par exemple, en matière de révocation des autorisations de vol. Et la Commission a souhaité, dans son rapport, faire une grande part à ce qui s'est effectivement passé ces 2 dernières années, et c'est finalement pour en tirer les enseignements qu'il conviendra de faire, tant au niveau du renseignement qu'au niveau du fonctionnement de nos institutions. Et c'est dans ce sens-là que nous avons adopté 13 recommandations que nous partageons avec le Conseil fédéral. Vous avez eu, je vous pose la même question que celle que j'ai posée à M. Atmani, vous avez pu avoir accès à toutes les informations que vous désiriez, ou vous avez le sentiment qu'il y a eu un peu de la résistance à l'info? Alors, il y a un certain nombre d'informations qui sont vraisemblablement en main de services de renseignement étrangers. Et ces documents-là, nous n'avons les obtenir dans le cadre de notre travail. Malgré tout, je suis convaincu que nous avons réussi à obtenir pas simplement de documents, et notamment les documents qui ont été retrouvés dans le bunker, sont des documents qui ont été très importants pour notre travail et qui ont éclairé vraisemblablement de manière assez importante ce qui s'est véritablement fait dans le cadre de notre décryptologue, voire du service de renseignement. Monsieur Diez, vous, en tant que représentant de l'affaire Genève, vous êtes en dehors du politique, Absolument, oui. en dehors du journalisme d'investigation, mais par contre, vous représentez les entreprises avec ce discours permanent, protection des données, risque de se faire hacker, etc. Ça vous donne quelle lecture ou ça vous donne quelle interprétation lorsque vous prenez
connaissance dans le cadre des médias du résultat des travaux de la délégation de la commission de gestion, ou lorsque vous prenez connaissance des informations ou des films que présente M. Atmani, et si vous faites un décalage ou un transfert du côté des PME, quelle conclusion vous en tirez? Alors, merci déjà pour partager ces quelques instants, et c'est très intéressant de suivre avec des personnes aussi bien placées l'évolution de ce dossier-là. Je me sens évidemment un peu à l'extérieur de ces dossiers, puisque nous ne sommes pas concernés directement, même si nous regardons l'actualité, et nous nous informons quotidiennement, si j'ose dire, de l'évolution de ce qui est communiqué, de ce qui est transmis, des liens qui existent entre les différents services de renseignement étrangers et la Suisse. Et pour ce qui concerne les entreprises, moi je serais tenté de dire que le dossier sur la sécurité à ce niveau-là ne les concerne pas. En réalité, ce qui va concerner les entreprises, c'est la protection de leurs propres informations vis-à-vis de ce qu'on appelle la cybermenace, ou alors des personnes qui voudraient à distance récupérer ces informations et pouvoir les exploiter. Nous sommes complètement en dehors de tout l'aspect de ce qu'on aurait pu parler de renseignement. Les renseignements concernent les États. Nous sommes, nous, au niveau de la sécurité des données, nous mettons en place des mécanismes pour protéger les entreprises contre les cybermenaces ou contre les menaces d'exploitation des données qui leur appartiennent. Mais ça s'arrête là. Et on ne parle jamais, à ce stade-là, d'une relation quelconque entre les deux. Ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir justement comparer et de faire ce soir cette différence, puisque cette différence, elle est réelle. Monsieur Boer. Oui, merci pour votre remarque, parce qu'effectivement, l'affaire crypto n'est pas une affaire d'espionnage en Suisse par les autorités américaines et les autorités suisses. Et ça, c'est véritablement important de le dire et de le préciser. On parle d'écoute, de communication à l'extérieur. Et ça, c'est important. On n'est pas dans une affaire comme celle des fiches ou une affaire de recherche de renseignements en Suisse sur des entreprises ou des personnes en Suisse. Et ça, je crois que dans la compréhension de l'affaire, je pense que vous pouvez aborder dans ce sens-là. Oui, alors pour moi, je trouve qu'il y a un lien entre l'affaire crypto et les entreprises, notamment qui montre la capacité d'un service étranger à finalement aussi pénétrer les entreprises. Les crypto, alors on parle que d'elle, mais elle a des sociétés sœurs, elle a des filiales, elle a d'autres clients, des clients qui ignoraient finalement le risque, qui finalement, dégâts de réputation, se répercutent après sur leurs propres clients, etc. On l'a aussi vu avec les révélations de Snowden en 2013. Finalement, comment les entreprises sont utilisées ou sont contraintes de collaborer, des façons même de le savoir, avec des services étrangers, avec toutes les conséquences que ça peut avoir si ces affaires sortent, pour leurs clients, leur modèle d'affaires, etc. Oui, vous en prie, Monsieur Diaz. Je rebondis là-dessus parce que ça me fait penser à quelques attaques qui ont été construites à partir du code qui a été dérobé dans des agences de sécurité, peu importe le pays. Ce qui est important, c'est le principe. Les entreprises, en 2017, se sont vues devant une situation de cybermenaces avec des codes qui existaient d'ailleurs, qui étaient utilisés, semble-t-il, et on l'a vu à travers justement les informations de Snowden, qui étaient utilisés par certaines agences. Et c'est peut-être là où j'établis un lien entre les conséquences de cette exploitation et les entreprises, car nous-mêmes, à l'affaire Genève, nous nous sommes retrouvés confrontés à la problématique de devoir protéger l'ensemble de notre réseau et des serveurs et des postes utilisateurs pour contrer cette menace qui était réelle. Alors, le reste, effectivement, au-delà de ça, de cette menace qui s'est retrouvée pratiquement autour de nous, le reste est au niveau étatique. Et cela, on ne le voit pas, et cela ne nous regarde pas finalement. Oui, j'aime réagir à votre première réponse. Vous avez fait quelle tête en décembre 2019 quand on vous apprend
les révélations qui vont bientôt sortir sur l'affaire crypto. Permettez-moi, ne le prenez pas mal, mais moi je n'arrive pas à croire que personne n'était au courant. Il y a eu des interpellations parlementaires depuis les années 2010, des questions ont été posées, c'était quand même pas nouveau, vous ne découvriez pas l'affaire. Alors là, toutefois, il s'agit de différencier mon travail et celui de la délégation. Donc, en ce qui me concerne, donc je suis arrivé véritablement dans le bleu le plus complet quand, pour la première fois, on a parlé de crypto. Maintenant, oui, il y a eu des interrogations et la délégation, dans les années 90, s'était posé un certain nombre de questions sur cette entreprise. Il y avait eu l'enquête diligentée par la police fédérale, aussi au milieu des années 90, à peu près, selon mon souvenir, en même temps que l'affaire Muller. Et à chaque fois... Vite expédié l'enquête, je précise aussi. Vite expédié, mais à chaque fois, on est arrivé face à un mur. Il y a eu un moment où on a cherché de savoir qui était effectivement propriétaire de cette société, et on a fini avec une ou des fondations au Liechtenstein. Donc, il y a eu un moment où on était vraiment confronté à un mur là derrière. Mais le mur, il est à quel niveau? Le niveau politique, parce qu'on ressent encore aujourd'hui, malgré une vieille histoire, un malaise à réouvrir ce chapitre-là. Non, je crois pas qu'il y a eu un malaise à rouvrir ce chapitre-là. Et alors, on peut toujours imaginer que tous ceux que nous avons entendus n'ont pas voulu nous dire la vérité. Et puis partir dans la théorie du complot aussi dans ce cadre-là. Mais j'ai vraiment le sentiment que les informations que nous avons obtenues aujourd'hui nous permettent de dire ben voilà où on en est. Et on a pu croiser un certain nombre d'informations en même temps que nous entendions monsieur Filiger, puisqu'on y reviendra vraisemblablement. Nous entendions aussi monsieur Kohler. On a eu connaissance d'échanges de correspondance entre eux. Et puis, on a eu les auditions des personnes responsables du renseignement de l'époque pour finalement arriver à peu près à une conclusion qui était à peu près claire, à savoir qu'il n'y a vraisemblablement pas eu d'informations ou d'autres informations. Et j'insiste bien, à cette époque-là, que personne n'a voulu le savoir. Et le renseignement, je dirais, par essence, c'est quelque chose de très secret et de très caché. Et il est normal que personne ne sache rien. Et moins les autres savent, mieux c'est. Chacun a tendance à ne transmettre que les informations indispensables. Et c'est là la faute, c'est que l'information indispensable était d'informer le Conseil fédéral qu'il y avait cette collaboration dans la deuxième partie en tout cas. Ça vous fait réagir? Oui, alors après, j'ai lu avec beaucoup de plaisir les conclusions de ce rapport, aussi pas mal de frustration, je vais le dire aussi. Mais c'est vrai qu'alors après, moi de mon enquête, ce qui était flagrant, c'est finalement, vous l'avez souligné dans le rapport aussi, c'est ce renseignement dans le renseignement. On a aussi pu discuter plusieurs sources au sein du renseignement qui disent nous, on avait les mains dans le cambouis, nous, on faisait avec les moyens qu'on avait, on n'était pas forcément toujours au courant de ce que faisaient certains chefs. Et à la fois, un espèce de rôle aussi de pare-feu de la part de certains dirigeants, en tout cas de l'époque du service de renseignement. Et il y avait toutes les largesses que la fonction donne entre nous, des contacts informels avec des services étrangers, etc. Là, je pense notamment aussi à M. Régli, qui a eu aussi pas mal de casseroles des années 90. Mais à la fois, et ça vous l'avez aussi souligné, c'est un désintérêt, voire une méconnaissance aussi du Conseil fédéral pour ces questions-là. D'où le fait qu'on ne pose pas forcément les questions, on fait confiance et
C'était un petit peu le sentiment à la fin de... Mais des intérêts pour autant que vous ayez l'information. Justement, avec une Et donnée le partielle. problème, il se pose aussi là. Vous ne pouvez pas savoir où vous désintéresser de quelque chose que vous ne connaissez pas. Et c'est peut-être aussi un peu là le problème. Je ne me suis pas exprimé, c'était plutôt alors un désintérêt qui, finalement, ou un certain laxisme a peut-être exercé leur droit de surveillance des services. C'était pas quelque chose, c'était pas une priorité. Alors, ça fait partie effectivement des recommandations d'essayer d'avoir une meilleure perception de tout ce qui se fait à l'intérieur. Et aujourd'hui, la loi sur le renseignement a quand même passablement codifié la pratique. C'est-à-dire, dans le cadre de la délégation, ben, il y a toute une série, puisque nous avons la haute surveillance sur ces activités-là, nous recevons beaucoup d'informations sur ce genre sur les opérations qui peuvent être menées par le service de renseignement de la Confédération, avec ou sans collaboration avec des services tiers. Mais vous ne pouvez avoir l'info et vous ne pouvez vous plaindre ou critiquer que si le Conseil fédéral avait l'information. Et d'après nos investigations, le Conseil fédéral n'a pas été informé jusqu'à ce que M. Gaudin le fasse en 2019. Puis comment est-ce que comment est-ce que vous réagissez au fait qu'une partie de la gauche et des Verts, mais aussi de la droite, il y a aussi des critiques de la part de l'UDC qui veulent aller aussi plus loin et veulent une commission d'enquête parlementaire. On a un peu l'impression, on a un peu de la peine de se satisfaire de ce rapport-là et d'attendre jusqu'en juin 2021 pour avoir la réaction du Conseil fédéral. Mais je dirais, je comprends la frustration parce que ce rapport, finalement, ne relève uniquement, mais uniquement n'est pas le bon adverbe, mais relève essentiellement un défaut d'information du Conseil fédéral. Et c'est vrai que, médiatiquement parlant, ou c'est vrai que du côté de la gauche, il aurait été beaucoup plus intéressant de pouvoir, et ça rejoint votre première discussion, de dire que Crypto ou ses sociétés sœurs espionnaient les entreprises suisses au profit de la CIA ou d'autres services secrets. Et puis finalement, ben, il s'avère que ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que je comprends dans une certaine mesure votre frustration, voire la frustration d'une certaine gauche très attachée à systématiquement attaquer le service de renseignement à la lecture du rapport. Mais je suis pour ma part très satisfait de voir que les opérations qui ont été menées, à l'époque aussi, ont été menées dans le respect de la législation de l'époque et que le reproche formulé, c'est celui de ne pas avoir associé le Conseil fédéral à ces travaux-là. Oui, je vous en prie, monsieur Diaz. Non, allez-y, j'enchaînerai après. Alors moi je rebondis, mais je reste un peu à côté, dans le sens où on voit bien qu'il y a un débat qui s'installe sur la question. Il veut des réponses. Par contre, ce qui est intéressant de relever à ce moment-là, et je me tourne vers le fédéral, ou en tout cas la représentativité du fédéral, et nous savons, et puis cela me rassure quelque part, de savoir que le fédéral est actif. Je me rappelle avoir été contacté par Mélanie, par exemple, pour m'expliquer que j'avais dans notre réseau un poste qui était infecté. Et nous ne l'avions pas vu. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le fédéral aussi met en place des mécanismes qui permettent aux entreprises de s'appuyer sur cette sécurité statique qui existe de la protection des communications qui entourent la Suisse. Et ça, c'est un élément qui est important et qu'il faut mettre en évidence par rapport à la protection des entreprises. Voilà. La question que je me posais en vous entendant, en fait, c'est est-ce qu'un rapport comme Crypto
moi je prends la lecture Clusis, est-ce que ça va créer un problème, par exemple, pour le Swiss Made ou pour ce regard que l'étranger porte sur nous? La Suisse est un pays neutre, indépendant, avec qui se dit au-dessus de la mêlée, puis finalement, bah, vous faites comme tout le monde, quoi. C'est à moi de vous poser la question. Bah, je la pose à tous les trois, parce que à un moment donné, le citoyen lambda, il peut se poser la question. Alors, tout à fait. Enfin, je ne sais pas si vous voulez commencer. Avec plaisir. Alors, pas du tout, je pense que ça n'aura aucune conséquence. D'accord. Aucune conséquence, ni réputationnelle, ni pour les entreprises. Moi, ce qui me chicane dans cette affaire crypto, c'est la difficulté pour la Suisse d'avouer qu'elle collabore, que ses entreprises collaborent avec des services étrangers, et c'est normal. Ça se passe partout pareil. Et que le concept de neutralité, il évolue au gré des intérêts de la Suisse, au gré du contexte, au gré... et pour ça, il n'y a pas de... On ne peut pas lui taper sur les doigts pour lui dire, ben voilà, madame, lui bouger le curseur un peu plus comme ça, parce que dans les intérêts économiques ou politiques de la Suisse, c'est quelque chose qui est fluide, ce n'est pas un concept qui est rigide. Ce qui est, en revanche, beaucoup problématique, c'est l'impossibilité d'en débattre, le malaise que ça peut créer au niveau politique, où on défend encore une Suisse neutre et blanche de tout soupçon. Ça, pour moi, ça peut créer un problème de confiance avec la société civile. Quand tu as voté sur une évaluation de renseignement ou pour des avions de combat, est-ce que les arguments qu'on m'oppose en face, est-ce qu'ils sont modérés, pesés? Et ça, je pense que politiquement, ce serait important de pouvoir en discuter de manière sereine, hein, qu'on soit pour ou contre, qu'on soit... Mais alors, je vous rejoins tout à fait. On a le sentiment que cette affaire est intéressante dans les médias, mais on n'a pas le sentiment qu'au niveau des États, ça a vraiment fait des vagues phénoménales à l'étranger. Bon, c'est clair que vraisemblablement certains n'ont pas dû tellement apprécier d'être écoutés, mais je ne crois pas que c'est jouer un grand rôle. Maintenant, la neutralité, et je vous rejoins tout à fait, c'est un concept juridique. Et la neutralité n'est pas un concept qui signifie qu'on est tout seul au monde et qu'on ne fait rien d'autre et qu'on arrête simplement avec le Fritz Déranger qui est à Boncourt ou à Chiasso. Non, la neutralité n'empêche pas d'avoir une armée, n'empêche pas d'avoir un service de renseignement, n'empêche pas que ce service de renseignement recherche des renseignements à l'extérieur. Et nous en avons besoin. Aujourd'hui, personne n'aurait l'idée de critiquer le service de renseignement suisse s'il devait rechercher des informations avec des services de renseignement partenaires sur, par exemple, où sont les djihadistes suisses en Irak, Syrie et au Kurdistan. Donc, on a besoin de ces informations et on a besoin de ces collaborations, mais elles doivent se faire, d'une part, dans le respect de la loi et avec, si c'est des coopérations importantes, en ayant le blanc-seing du Conseil fédéral, ce qui a manqué dans le cadre ici de crypto. Et la différence par rapport à ce que vous dites, c'est que là, si la Suisse recherche des informations sur, je prends votre exemple, des djihadistes suisses à l'étranger, là, on va faire appel à des services secrets dans d'autres pays avec lesquels on va discuter. Là, il s'agissait crypto d'une entreprise qui produisait un produit et ce produit était modifié pour pouvoir à l'étranger donner certaines informations. C'est là où il peut y avoir en fait dans la lecture une analyse différenciée. Mais ou pas. Non. Pour moi, l'intérêt est de savoir est-ce que si le Conseil fédéral avait été informé et avait donné son accord, est-ce que là, on était dans l'illégalité ou bien pas? Et on était vraisemblablement
pas dans l'illégalité. Après, les renseignements que la Suisse a obtenus par ce biais nous ont servi. Et on a eu l'occasion de parler d'un exemple déjà à de nombreuses reprises, c'est pendant l'affaire des otages en Libye. Et les renseignements que nous avons obtenus par le biais de crypto, finalement, étaient des renseignements qui nous ont permis d'éviter une catastrophe. Et dans ce sens-là, l'opération était importante et l'opération était utile. Et la recherche de renseignements est quelque chose qui, de toute manière, se situe à la limite de la moralité. Il faut pas se le cacher. Mais c'est quelque chose dont on a besoin et c'est quelque chose qui, depuis la nuit des temps, se pratique. Et pour celui qui les recherche, c'est légal ou ça sort du cadre légal. Là, par chance, c'était dans le cadre légal. Et pour celui qui est espionné, ben, c'est clair qu'il a le sentiment que c'est quelque chose qui est illégal au regard de sa propre législation. Avant de donner la parole à Monsieur Diez, j'aimerais juste rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que vous avez la possibilité par le chat de nous poser des questions que je me permettrai après de transmettre à ces messieurs. Monsieur Diez. Alors, à nouveau, je fais un parallèle. Je me permets de sortir un peu de l'affaire crypto et de faire un parallèle aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Certains réseaux sociaux aujourd'hui chiffrent les informations soi-disant de bout en bout. Mais aujourd'hui, les États voudraient avoir la possibilité de regarder ces communications justement pour pouvoir protéger le territoire et la souveraineté. Maintenant, et c'est une question qui date d'une semaine, la communauté européenne. Je ferme la parenthèse, mais c'est tout un grand débat qui s'ouvre. Ah oui. J'ai une première intervention, c'est au final, au jeu de tout le monde se tient par la barbichette, mais certaines barbichettes sont plus... Je ne sais pas la suite. Plus longue que d'autres, je ne sais pas. C'est ce qu'on vous pensez? Tout le monde se tient par la barbichette? Mais tout le monde a besoin de renseignements. Et aujourd'hui, il est vraisemblablement aussi dans l'intérêt de la communauté internationale d'éviter au maximum la prolifération nucléaire. Dès lors, il est aussi important qu'en ce qui concerne les services de renseignement, il y ait une recherche d'informations face à certains pays. Alors, là, je ne parle pas du service de renseignement suisse, mais globalement, il est vraisemblablement important que des services de renseignement recherchent des informations dans d'autres pays pour lutter contre la prolifération nucléaire. Alors, est-ce que tout le monde se tient par la barbichette? C'est possible, c'est possible un peu. Maintenant, est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est pas un mal? Et vous savez, M. Gaudin nous disait, parce qu'on parlait souvent de la problématique de savoir est-ce que c'est des amis ou bien pas. Et je me souviens, il nous a dit, mais dans le milieu du renseignement, il n'y a pas d'amis et d'ennemis, mais il y a des personnes qui, à un moment donné, partagent les mêmes intérêts ou les mêmes recherches, les mêmes besoins de renseignement. Et c'est pour ça que la collaboration doit se faire. Alors oui, tout le monde se tient par la barbichette, mais aujourd'hui, et on revient un peu sur notre discussion, quand vous m'avez demandé si on avait eu tous les documents, il y a certains documents qu'on a reçus, et il y a d'autres documents que des services de renseignement étrangers n'ont pas voulu nous transmettre, parce que leur intérêt national était vraisemblablement de ne pas nous transmettre ces documents. Donc en fait, dans l'affaire crypto, si je comprends bien, ce qui pose problème plus particulièrement, c'est le fait que les conseillers fédéraux ont été au courant durant toutes ces années. Ils n'ont pas été au courant. Il n'y en a quand même pas l'un ou l'autre, parce que vous avez cité des noms, ils avaient l'air de savoir. Non, alors... Ils ne savaient pas. Alors, l'information a été donnée par M. Gaudin en été 2019, au début de l'automne 2019, à Mme Amert. Oui, mais M. Gilles avait cité le document de la CIA. Voilà, je veux dire,
les conseillers fédéraux Non. antérieurs. Non. Vous dites que non. Et si vous prenez le rapport, nous avons cherché à savoir avec M. Filiger, nous avons aussi interrogé M. Kohler, qui était chef du département de justice et police à l'époque aussi. Nous avons essayé d'obtenir des renseignements de M. Stucki et nous avons eu des réponses qu'il y avait des questions qui se posaient, mais qui n'ont pas été informées de la situation par le service de renseignement. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Aujourd'hui, j'en suis là. Et mon problème est de dire, est-ce que je préfère le rapport de la CIA qui contient passablement d'imprécisions sur nos institutions et sur le fonctionnement des institutions. C'est quelque chose qui est fait sur la base de la similitude malgré tout entre nos institutions et les institutions américaines, mais qui contient beaucoup d'imprécisions là-dessus. Quand il parle de M. Filiger et de savoir s'il a été au courant ou bien pas. Aujourd'hui, je n'ai aucun élément qui me permet de dire que M. Filiger a été informé de ce qui se passait. Alors, j'ai une question là qui revient, c'est par rapport à l'affaire crypto. Est-ce qu'il n'y a pas deux enjeux principaux? Le premier, c'est un enjeu de souveraineté pour la Suisse. Et puis, le deuxième, c'était, il est parti, la deuxième question, elle est partie. Déjà, la souveraineté, si je peux me permettre. Mais la souveraineté, oui, notre pays a besoin de renseignements. Notre pays a besoin de renseignements et ça fait partie, pour le maintien de sa souveraineté, il a besoin de savoir ce qui se passe plus loin. Donc oui, on a besoin pour la maîtrise de notre environnement de savoir ce qui se passe, d'obtenir un certain nombre de renseignements. J'estime que la Suisse elle est indépendante et c'est vraiment alors un leurre d'imaginer que finalement on peut tout faire toute seule. Et d'autant plus face à la puissance d'un service de renseignement américain et où il y a ses moyens. Donc on parle aussi beaucoup de cette affaire crypto de la CIA. On parle un petit peu moins du BND et finalement aussi la Suisse a quand même des liens aussi beaucoup plus étroits avec les pays limitrophes qui après vont donner des informations aussi à la CIA, un coup de billard un peu comme ça. Il n'y a pas forcément des de lien direct entre une agence ou l'autre, mais on voit aussi que la Suisse elle est dépendante d'autres services. Je pense à peut ouvrir le chapitre Huawei, par exemple, actuellement, ou Verin, c'est Israël, etc. Il y a énormément de choses, des technologies qui sont étrangères et dont la Suisse dépend. Oui, effectivement. Avec le risque que ça implique aussi. Oui, et nous n'avons pas les moyens de tout faire, et effectivement, et c'est normal qu'il y ait ces collaborations avec les... Et c'est vrai que pour la Suisse, les services des pays voisins sont vraisemblablement plus intéressants que de collaborer avec je ne sais quel service de renseignement d'un pays de la zone Pacifique. Peut-être que ça peut nous apporter quelque chose à un moment donné, mais vraisemblablement les informations qui peuvent nous être amenées seront moins importantes pour nous. Un agent du renseignement avec qui on a pu échanger longuement nous racontait comment ça se passait, en tout cas à l'époque, et lui il partait vraiment du principe, de toute manière, on est écouté, la donne elle est claire. Après c'est jusqu'où vous ouvrez les vannes. Oui. Et puis il nous a montré aussi alors, les copies en fait, des informations qu'ils obtenaient des Américains. C'est extrêmement sonore et puis c'est vraiment si les Américains veulent le donner, on n'est pas du tout dans une relation je te donne ça, tu me donnes ça. Vraiment dans une dépendance finalement de l'information. Et c'est pas que la Suisse, cette attitude-là avec tous les autres pays. Oui, alors c'est très intéressant, c'est passionnant même. On entend parler des Huawei, c'est un sujet qui aujourd'hui fait beaucoup de débats. En tout cas,
On entend très peu, mais on en pense beaucoup. On attend justement la suite des événements. Mais moi, je reviendrai plutôt sur quelque chose dont on a parlé, qui est la neutralité de la Suisse. Alors, je fais volontiers, je me fais l'avocat du diable, et je fais volontiers le pari de mettre la Suisse au devant de la scène du numérique, alors je parle du numérique, pour justement cette neutralité. Je voudrais, et puis on a travaillé avec le CLUSIS il y a déjà quelques années, vouloir créer un cloud numérique suisse, propre suisse. On avait été même en relation avec le fédéral pour pouvoir le faire. L'idée étant de, en tant que pays neutre, nous pourrions à ces moments-là héberger des informations de toute la planète dans un espace sécurisé et qui reste nôtre par rapport aux autres pays qui ont des lois différentes. Et je rebondis à ce moment-là sur la loi de la protection des données qui a été revue et qui maintenant va être validée, dans laquelle on trouve des éléments qui permettent justement de protéger les informations qui se trouveraient sur notre territoire, hein, à l'image de ce qu'est la Suisse et sa loi sur la protection des données, qui n'est pas intrusive. L'État suisse, à aucun moment, ne voudra accéder à ces informations des entreprises, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ailleurs. Et je pense que c'est un atout et qu'il faut le mettre en avant. Et la Suisse a encore un rôle à jouer au niveau du numérique. Mais c'est peut-être maintenant qu'il faut le mettre en place. Selon moi, ce que vous soulevez, c'est plutôt alors un problème entre les choses telles qu'elles se passent, telles qu'elles évoluent, et ce qu'il faudrait faire, et après le décalage avec finalement le temps politique, qui n'a pas forcément C'est pas le même calendrier. le temps d'absorber ces changements-là, de les traduire, de les communiquer à la société civile, et finalement d'aller aussi vite. D'où justement ces problèmes de décalage. Bon, oui, c'est vrai, il y a ce décalage. Maintenant, bon, je suis suffisamment nul en informatique C'est rassurant. par rapport au... Ouais, mais c'est pour ça que je suis honnête. Parce que vous savez, c'est toujours la question. Il y a ceux qui savent rien, qui sont honnêtes, puis ceux qui savent tout, qui le sont moins. Donc, mais la question d'un cloud informatique, j'ai le sentiment que, malgré tout, comme vous l'avez dit aussi avant, de toute façon, tout peut à la longue se savoir. Et c'est aussi là l'intérêt, c'est de savoir combien de temps et quelle énergie je déploie pour réussir à obtenir un renseignement. Et revenons aussi quelques années en arrière, quand je faisais du service militaire, un moment, on utilisait des appareils de codage, peut-être des appareils de crypto, je me suis posé la question à l'époque, mais avec toute la lenteur, et puis un moment où on en arrivait au moment du combat, là, on pouvait parler en clair à la radio, parce que de toute façon, jusqu'à ce que celui qui est en face de la compagnie puisse tirer profit de l'information avec le délai, ça n'avait aucun sens. Et c'est pour ça que le problème ici se pose par rapport à ça. Quel temps j'ai besoin pour craquer quelque chose? Et là, alors, par rapport au cloud, j'en sais rien. Est-ce que... J'ai une question, c'est pas par provocation, elle est une question tout à fait sérieuse. Est-ce que la Suisse, elle se tire pas une balle dans le pied finalement? Parce que d'un côté, on a des initiatives qui sont économiques et d'intérêt économique à finalement surfer sur Digital Trust, sur la sécurité de la Suisse, etc. Puis à la fois une lenteur au niveau politique, justement à traduire ces changements-là dans une loi sur la protection des données, etc. Mais on sent bien qu'il y a un intérêt à se positionner économiquement sur ce marché-là. Est-ce que vous pensez que la Suisse finalement se tire une balle dans le pied à trop attendre, à pas se poser toutes les questions? Je me suis toujours posé la question, ça fait déjà 25 ans que je travaille en Suisse, et à chaque fois, parce que c'est vrai que dans l'évolution numérique, soit on a un rôle à jouer immédiat, parce que ça change tous les 6 mois, donc il faut pouvoir évoluer et puis être toujours présent, soit on peut avoir un temps de recul, voir comment le marché évolue et agir après. Ça ne veut pas dire qu'on aura la première place, mais ça veut dire qu'on aura une place plus réfléchie. Et je pense que
on pourrait jouer sur ce deuxième plan. Imaginez ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis l'événement de l'Internet, on en a 6 jusqu'à aujourd'hui. Les informations ont commencé à être distribuées un peu partout. Certaines sociétés ont compris tout de suite l'intérêt de cet or noir. Et puis, il y a les autres qui continuent à donner des informations, mais qui n'exploitent pas l'intérêt économique issu de tout ça. Et l'intelligence artificielle en fait partie, d'ailleurs. Et donc, c'est de se dire, on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer parce que le numérique ne va pas s'arrêter demain. Au contraire, nous sommes au balbutiement du numérique. Et donc, c'est mettre en marche, même si, avec le temps, on s'aperçoit qu'on a un peu de retard dans le démarrage, mais je pense que ça fait partie aussi de la manière de fonctionnement de la Suisse, la mentalité suisse, qui se veut donc être conservatrice, regarder d'abord et puis ensuite agir. Et donc, moi je comprends, et ce que j'ai pu tirer de ces 25 ans d'expérience sur le territoire suisse, c'est que parfois il est urgent d'attendre, pas trop, mais pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Je pense que c'est encore possible de le faire, encore dans de bonnes conditions. Et vous voyez, le débat qu'on a maintenant me fait penser à celui qu'on a eu au Parlement dans le cadre de la loi sur l'identification électronique, et débat qu'on aura avant la votation de l'année prochaine, qui était de dire, est-ce que l'EID est quelque chose qui doit être fait par le public, par l'administration, ou est-ce que ça se fait par le privé? Et l'administration a clairement dit qu'il n'avait pas les moyens aujourd'hui de suivre l'évolution technologique de l'EID telle que ça allait se faire, et qu'il fallait laisser le soin au privé de le faire. Et le référendum de la gauche vise en grande partie à lutter là contre, en disant ça doit être une tâche publique qui doit être confiée au public, avec le retard qu'on va avoir toujours pour suivre les choses et les coûts qui y seront liés, alors que vraisemblablement, si c'est un ou des privés qui sont chargés de gérer le système de l'EID, on peut avoir autre chose aussi. Ou alors un partenariat public-privé, tout à fait. De toute façon, les informations seront données par le public. Il n'y a que l'administration qui peut délivrer un certificat d'existence de quelqu'un. Mais ensuite, de savoir qui va créer l'EID, qui va la gérer, vraisemblablement, on n'est plus dans une tâche de l'État, surtout si on veut suivre les choses. Je me permets de revenir à une question qui est posée par une personne qui nous suit, une question qui est destinée à Monsieur Boer. Et la question est la suivante: si le chef du SRC sait que les appareils de crypto-hagués sont vendus avec un tel défaut, entre guillemets, et systématiquement, n'est-il pas complice du délit pénal d'escroquerie par métier? L'avez-vous envisagé dans votre rapport? Alors, réponse oui, nous en avons discuté. C'est d'ailleurs la dernière partie du rapport qui traite de toute la problématique de M. Parmelin et du SECO, puisque le Conseil fédéral a pris la décision de suspendre l'autorisation générale de vente des appareils de la société qui a succédé à CryptoAG, et le SECO et ensuite le Conseil fédéral a refusé toutes les demandes d'autorisation, a laissé en suspens, a laissé traîner toutes les demandes d'autorisation de vente d'appareils, ce qui d'ailleurs est susceptible de poser des problèmes de sécurité à un certain nombre d'États, parce qu'on parle, ou on envisage toujours le cryptage pour des tâches de défense, mais on a aussi à faire les tâches de police, qui sont aussi concernées par le cryptage des données. Et le SECO a aussi déposé une plainte pénale
contre inconnu par rapport à, à la vente d'appareils contenant des failles. Et la question qui s'est posée, le ministère public de la Confédération, qui a été saisi de la plainte, a ordonné le séquestre de tous les appareils qui sont actuellement produits. Donc on n'en a plus vendu un depuis ou plus livré un depuis ces 8 derniers mois. Et il y a une enquête pénale en cours. Le Conseil fédéral, l'été passé, c'est ce printemps, a décidé que la poursuite pénale pouvait avoir lieu, et une des considérations de la commission était de dire il n'y a pas dans ce cas-là, le Conseil fédéral ne devait pas autoriser la poursuite pénale eu égard aux intérêts politiques prépondérants. Mais oui, donc la question est débattue de savoir, alors est-ce que c'est une escroquerie par métier ou est-ce que c'est une autre infraction? On va laisser aux autres juristes la qualification. Et on met 2 juristes, on a 3 avis, donc ça promet. Ça promet. Vous réagissez à cette question-là? C'est plutôt un oui. Vous avez eu ce type de lecture ou d'analyse quand vous avez pris connaissance du rapport? Oui, alors après ça que Crypto, ce qu'ils ont fait, c'était qu'ils livraient des algorithmes affaiblis et qui pour d'autres machines, selon les clients et les époques, voilà, on a découvert un petit peu aussi la question du curseur, qu'est-ce qu'on peut écouter à quel moment. Je me suis un peu fait de la question, je suis désolé. Non, la question qui était posée, c'était s'il y avait effectivement un risque de plainte pénale, en fait. C'était plutôt ça. Par rapport au... D'accord. Alors, ça sort complètement du cadre de ma réflexion. Et, je serais plutôt à l'écoute, attentif. Mais par exemple, c'est une réflexion qui est suivie au Parlement, parce que suite à la sortie de ce rapport, je pense que les parlementaires ont quand même bien... tout parti confondu, bien réagi. Ce rapport va modifier le regard du Parlement ou de l'Assemblée fédérale sur certains dossiers? Alors, les dossiers d'exportation de matériel sensible ou de biens à double usage, puisqu'on est là-dedans, ne sont pas de la compétence du Parlement. Donc, alors, est-ce que ça justifiera un durcissement de la loi? Ça, je peux pas en dire, mais je ne verrais pas très bien pourquoi, puisque finalement, le problème n'est pas de savoir si on a livré du matériel sensible à des États qui n'auraient pas dû recevoir ce matériel, mais plutôt de savoir si le matériel qui a été livré présentait des défauts, et comme vous l'avez dit, avec un certain curseur. Parce que là aussi, le fait pour la Suisse d'avoir connaissance des failles qui existaient dans certains appareils était aussi peut-être intéressant pour que nous puissions contrôler la qualité de nos appareils. Parce que si vous ne connaissez pas les failles et la manière dont les failles sont organisées, vous n'arrivez pas à savoir si vos appareils à vous sont sûrs. Oui. Et c'est aussi, une des conclusions d'ailleurs du rapport, qui est de dire qu'il est indispensable qu'en Suisse, nous gardions une compétence en matière de cryptologie pour éviter de devoir nous acquérir à l'étranger des appareils qui auront peut-être des failles, même si on verra ce qu'il en est. Mais je pense aussi que de connaître le fonctionnement de l'appareil permet de contrôler ses propres appareils. Et c'est aussi une des conclusions à laquelle nous sommes arrivés, c'est que les appareils livrés par Crypto en Suisse n'ont jamais eu de faille intentionnelle. Il y a eu d'autres appareils, ça ressort à un moment du rapport, qui ont été achetés à d'autres entreprises qui étaient de mauvaise qualité. Alors, est-ce que c'était une mauvaise qualité intentionnelle ou est-ce que c'était une mauvaise qualité simplement dans la conception?
Voilà, permettez-moi, mais là, dans l'affaire crypto, on n'est pas dans une situation de test qualité des produits. C'était quand même... ils savaient très bien qu'il y avait des manipulations en termes d'algorithmes. Et c'est vrai que dans les documents qu'on a pu consulter, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est le rôle un peu stratégique que jouait la Suisse, mais également la Suède, Armand aussi, notamment dans cette neutralité mouvante, mais également dans leur politique sur l'exportation des biens double usage. Si crypto est venu en Suisse, c'est parce que la loi suédoise était beaucoup plus restrictive. C'est-à-dire qu'en Suisse, c'était open bar. Et c'est comme ça que c'est passé, autrement crypto n'avait aucun intérêt à venir en Suisse. Fiscalement, exportation des biens double usage, on ne pose pas de questions, c'est parfait. Non, c'est pas qu'on pose pas de questions. On a une législation qui est respectée aussi sur les biens double usage. Oui, mais qui laisse quelques largesses que les pays étrangers laissent. Alors ça c'est une autre question, mais on est dans un cadre de nouveau légal. Oui. Alors, je rebondis et je prends le chiffrement dont on parle beaucoup et je l'applique aux entreprises. Les entreprises se trouvent aujourd'hui concernées par ce qu'on appelle les ransomware. Alors, qu'est-ce qu'un ransomware? On reçoit ça par mail, quelqu'un va cliquer dessus, ça va lancer ce qu'on appelle le chiffrement du disque dur de la machine concernée. Mais le ransomware ne s'arrête pas là, il va aller chercher tous les autres ordinateurs et il va donc chiffrer tous les ordinateurs d'un réseau. Ça a été le cas, comment ça s'est passé à Boston, donc dans un hôpital qui, pendant des mois, et je pense que ce n'est pas encore fini, est resté coupé, ne pouvant pas exploiter le réseau d'ordinateurs car le réseau était chiffré. Maintenant, peut-on déchiffrer sans le code qui permet de le faire? La réponse aujourd'hui, oui peut-être, mais avec combien de la durée, hein? C'est une question des durées. Il faudrait tellement longtemps pour le déchiffrer qu'aujourd'hui, les quelques entreprises qui ont été concernées par ça, on a eu un cas d'une entreprise américaine, je crois, il y a quelques mois, qui a payé 10 millions de dollars pour justement récupérer le code de déchiffrement. Sans ça, son métier était en péril. Son existence même était en péril. Alors maintenant, du coup, je me permets de comparer les deux parce qu'avant c'était physique, c'était une machine qui codait et qui permettait d'envoyer la communication. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces parties physiques. On peut le faire avec des logiciels. Et c'est peut-être là qu'il faut mettre en avant la problématique pour les entreprises parce qu'une entreprise qui aujourd'hui est menacée par un ransomware qui demande dans les 48 heures de payer des millions de dollars ou alors elle ne récupère pas son réseau d'exploitation, est un problème. Et là, on n'a pas de solution. On n'aura pas une porte dérobée qui nous permettra de récupérer les informations. Ce n'est pas possible. Donc, le chiffrement des informations aujourd'hui est devenu un problème pour les entreprises. Avant, c'était étatique. Aujourd'hui, ça l'est pour tout le monde. Donc là, au terme de votre rapport, vous venez avec des propositions. Hein. Il y en a 17, c'est ce que vous avez indiqué au début de votre intervention. Ces 17 propositions sont principalement politiques. Oui. Principalement. Elles sont principalement politiques. Elles visent à assurer une cryptologie sûre en Suisse. Elles visent aussi à ce que le Conseil fédéral se dote d'instruments qui lui permettent d'éviter d'être tenu à l'écart par le service de renseignement de ce genre de collaboration. Donc vous avez toute une série de mesures qui sont proposées dans ce cadre-là. Donc là maintenant, libre au Conseil fédéral de les prendre ou pas. De les prendre ou pas. Donc il peut très bien ne rien se passer, que vos recommandations soient ignorées. On pose la question. Oui, alors, bon, le Conseil fédéral a jusqu'en juin 2021 pour faire part à la délégation et à la commission de gestion sur les suites qu'il a données aux propositions. Si maintenant il ne donne aucune suite aux propositions, comme malheureusement les gouvernements ont la fâcheuse tendance de faire vis-à-vis du législatif, souriez pas, Madame Terajanguet.
sourit pas. Ça rappelle aussi À ce moment-là, ben, le législatif aura la possibilité de modifier le cadre légal ou aura l'occasion de prendre d'autres mesures, par exemple au moment des réélections du Conseil fédéral. Donc, c'est aussi une des questions qui s'est posée, qui est de dire, est-ce que la délégation aurait dû proposer des, j'utilise le mot sanction, même si ce n'est pas nécessairement sanction qui est le bon terme, face à ceux qui sont encore à son service et qui n'ont pas informé le Conseil fédéral ou l'ont informé tardivement ou l'ont mal informé. Et ce n'est pas le problème de la haute surveillance. C'est pas le problème de la haute surveillance. Et c'est ça qui est aussi quand même très particulier, parce que le Parlement, par le biais de ses commissions, exerce la haute surveillance. Et ça n'est pas à la délégation aujourd'hui de dire au Conseil fédéral tu dois faire ci ou tu dois faire ça vis-à-vis de X ou vis-à-vis de Y. Maintenant, il appartient au Conseil fédéral de tirer les conclusions de ce qui s'est passé et de lui décider dans le cadre de sa surveillance directe quelle suite donner à ce dossier sur le plan des personnes. Maintenant, sur le plan de la conduite du département, là aussi c'est un problème qui incombe au Conseil fédéral. Et si le Conseil fédéral ne fait rien, alors il appartiendra effectivement aux commissions de gestion de proposer les modifications nécessaires. Mais ce genre de rapport se fait très fréquemment. Les commissions de gestion rendent des rapports. L'année dernière en date, c'était celui sur le fonctionnement du ministère public, de la Confédération et de son autorité indépendante de surveillance. Et là aussi, la commission de gestion a formulé un certain nombre de propositions. Dans le cadre des autres enquêtes qui ont concerné le service de renseignement, là aussi, il y a des propositions qui ont été faites et il y a un suivi des propositions qui est fait. Si vous avez la curiosité de prendre connaissance du rapport, vous verrez que c'est posé une question, un problème d'archivage versus la destruction d'un certain nombre de documents. Et là, on voit, la commission a aussi fait un certain nombre de propositions. Et puis, c'est des propositions qu'elle a complétées, parce qu'elle les avait déjà fait une première fois il y a une vingtaine d'années, et le Conseil fédéral les a en partie comprises. Admirez le verbe, les a en partie comprises. Et aujourd'hui, la Commission est d'avis que la loi telle qu'elle est faite doit être appliquée au niveau de l'archivage des documents. Ça démontre, par la réponse que vous venez de donner, le temps que peut prendre effectivement le monde politique pour à un moment donné prendre tout ou partie des propositions que vous faites. Voire ça pourrait être repris par d'autres commissions. Oui. Le contenu du rapport pourrait être repris par d'autres commissions. Si on prend la dernière intervention de M. Diez sur effectivement les enjeux pour certaines entreprises par rapport au problème du numérique et de la sécurité. Oui, tout à fait. Mais comme ça, le problème se pose exactement de la même manière. Les commissions de gestion, après la première partie de la mars-avril, liée de la première partie de la crise Covid, ont souhaité savoir comment le Conseil fédéral avait géré les choses, pourquoi les problèmes, quels étaient les problèmes qui s'étaient posés, et puis en fonction de ça, de formuler un certain nombre de propositions qui auront peut-être déjà été prises, de mesures qui auront peut-être déjà été prises par le Conseil fédéral, peut-être pas. Se poser la question de savoir comment, pour prendre un sujet complètement différent, comment s'est passé le rapatriement dans l'urgence des ressortissants suisses à la fin du mois de mars.
est-ce que là, est-ce qu'il y a eu des problèmes? Si oui, quels problèmes? Comment est-ce qu'on les a réglés? Et puis, il s'est avéré que le système avait bien fonctionné. Le rapatriement s'est bien fait. Maintenant, il y a vraisemblablement des domaines où les choses se sont peut-être un peu moins bien passées et où le Conseil fédéral doit se poser un certain nombre de questions sur son fonctionnement interne dans le cadre de la gestion de la crise. Très bien. Ça signifie, si je vous comprends bien, que vous allez continuer de porter un regard très attentif sur les prises de position du Conseil fédéral et surtout le suivi qu'il accordera à votre rapport. Oui, la délégation de gestion se réunit à peu près une fois par mois. Et puis là, nous avons l'occasion d'avoir passablement d'informations qui nous sont données par que ce soit le Conseil fédéral ou que ce soit le service de renseignement. Et c'est clair qu'un certain nombre de choses devront être appréciées à la lumière du rapport dans le cadre du fonctionnement du service de renseignement. Mais là aussi, nous n'aurons que les informations qu'on demandera et qu'on voudra nous donner. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'on n'a pas nécessairement tous les outils. Il y a aussi une autorité de surveillance du service de renseignement, une autorité indépendante. Et là aussi, peut-être que ces tâches étaient bien définies, peut-être qu'elles n'étaient pas bien définies. C'est aussi une des questions qu'on se pose, de dire est-ce que l'autorité indépendante aurait dû le savoir, aurait pu le savoir, puisque eux ont des moyens en personnel, en temps, plus importants que ceux de la délégation pour obtenir un certain nombre de renseignements. Monsieur Atmani, est-ce qu'il y a encore une question qui vous brûle les lèvres? Non, mais j'ai quand même l'impression d'être face à une solution qui est sièclée, rien à voir, on ne va pas rouvrir le dossier. Une attitude qui commence, qu'on pouvait expliquer il y a quelques années de la Suisse, que je trouve maintenant inacceptable, pour être franc. D'accord. En termes de confiance, de communication ou autre, alors je ne sais pas, est-ce qu'il finalement il ne savait rien, ou est-ce qu'il ne veut pas ouvrir le dossier, ou est-ce qu'il faut avouer qu'ils n'avaient aucun intérêt à aller poser des questions qui fâchent, et qu'ils ont une incompétence et peut-être surveiller leur propre service de renseignement. Je me pose vraiment la question. Et le fait d'éluder les questions très précises, la conférence de presse de mardi dernier à la suite de la publication du rapport, il y a un certain mutisme du Conseil fédéral, ça interroge. Moi je ne l'explique pas. Comment on ne peut pas avoir de réponse par rapport à ça? Vous avez fait votre travail. Ils vont peut-être prendre des mesures, peut-être pas en juin 2021. Mais il y a quand même des questions qui sont quand même sont en suspens depuis bien longtemps et qui méritent quand même une réaction un peu plus... Oui, mais les questions, on a essayé d'y donner des réponses. Lorsqu'on a pu y donner des réponses, on l'a fait. Et malheureusement, je dirais peut-être pour l'intérêt médiatique, il s'est avéré que ces réponses se bornaient à dire qu'il y a eu un manque de transparence ou un manque d'information de la part du service de renseignement. C'est encore un bien grand mot, parce que ce n'est pas tout le service qui savait et qui en parlait au café tous les matins. D'une partie du service qui sont les cryptologues et du chef, alors que ce soit le renseignement stratégique à l'époque ou que ce soit le SRC, le service de renseignement de la Confédération ensuite, qui n'ont pas informé plus haut. Maintenant, bon, dire qu'il y a un mutisme, là aussi, sur quel problème il y a un mutisme? Aujourd'hui, l'enquête a été faite, il s'avère que le Conseil fédéral n'était pas informé. Alors je peux comprendre que d'un côté, M.
médiatiquement ce soit dommage que la commission n'ait pas dit que tel conseiller fédéral était informé, parce que ça aurait permis médiatiquement de partir dans une grande bataille. Je peux aussi comprendre que il y a toujours ce côté un peu sombre, j'ai dit un peu James Bond des services de renseignement. On a quand même toujours affaire à des choses un peu particulières, un peu spéciales. Et je peux comprendre qu'il aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir de grandes révélations sur tout ce qui s'est fait, et puis que Crypto allait espionner aussi les banques et que les noms de tous les comptes suisses étaient transmis à la CIA par l'intermédiaire de Crypto. Je peux comprendre que ça, c'est le genre d'information qui aurait mais qui aurait vraisemblablement plus intéresser les médias que simplement se retrouver avec un rapport de 60 pages qui résume 40 ans d'histoire et qui dit, ben oui, il y a eu une opération qui respectait la législation, une opération dont nous avons profité, qui nous a apporté des avantages importants, et puis finalement, un seul reproche qu'on peut formuler, c'est que les responsables du service de renseignement qui avaient l'information n'ont pas transmis l'information et demandé l'accord du Conseil fédéral. Je suis parfaitement conscient que c'est peut-être un peu frustrant. Là, je m'étais mal exprimé, alors ce n'est pas forcément par rapport à votre, directement dans le contexte de votre rapport. Je ne sais pas si c'est un jeu, mais je me suis amusé à aller voir toutes les interpellations parlementaires depuis ces 10 dernières années sur l'affaire crypto et service de renseignement. Et vous avez la réponse écrite après des conseillers et conseillères fédéraux de l'époque, toujours très laconique. Donc finalement, le Parlement aura pointé quand même un problème avec des questions précises et toujours la même réponse. Est-ce que finalement, maintenant que le scandale a éclaté alors qu'il transpirait depuis bien longtemps, est-ce que ça ne souligne pas finalement une faillite de la communication de crise du Conseil fédéral, une incapacité à communiquer en temps de crise, ou finalement un management en silo? Moi, je m'occupe de mon département, je ne parle pas avec telle commission ou telle autre. Est-ce que c'est finalement ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas un Conseil fédéral plus agile, du flat management? Oui, mais écoutez, décloisonné. Si vous êtes conseiller fédéral et que vous êtes en plein dans l'opération, que l'opération est en cours, que vous avez, même si vous avez l'information que Crypto est en main étrangère, que Crypto livre des appareils qui présentent des failles, que vous avez l'information que notre service de renseignement est aussi impliqué dans l'affaire. Vous n'allez pas répondre à une interpellation en disant « oui, c'est vrai ». Je discutais avec... le problème, il est là. On est dans un domaine qui devait être très secret. Et même si le Conseil fédéral avait été informé, j'imagine qu'il n'aurait pas dit au Parlement « voilà ce qu'il en est ». Il y a peut-être d'autres opérations aujourd'hui qui sont en cours avec le service de renseignement de la Confédération, et j'espère qu'il y en a, parce que sinon je ne vois pas très bien à quoi il sert. Mais ces opérations-là, finalement, c'est des opérations qui sont par essence secrètes, et la délégation des commissions de gestion en est informée. Mais si aujourd'hui vous me posez une question, je vous répondrai que je ne sais pas, ou je vous répondrai non. Et le problème du Conseil fédéral, il est aussi là, dans la réponse à la question. Une autre question sur le timing. Comment est-ce que vous expliquez, on parle du crypto 92, sauf erreur, dans la presse. Comment est-ce que vous expliquez le timing des révélations finalement? Pourquoi est-ce que la CIA a décidé, hop, on déclassifie tous ces documents pour que ça sorte? Est-ce qu'il y a finalement un désintérêt de la CIA de ce... Alors, les appareils de cryptage sont des appareils, et vous l'avez relevé, qui sont devenus aujourd'hui à peu près obsolètes, avec les
problèmes de chiffrement et tout ce qu'on a pu connaître. Et tout va toujours très vite là derrière. Et aujourd'hui, les Allemands sont sortis de l'affaire. La CIA a estimé que ça n'avait plus d'intérêt. Et c'est pour ça qu'il y a eu le rapport qui est sorti, que la CIA a fait. Maintenant, la délégation s'est aussi posé un certain nombre de questions. Et on peut se poser un certain nombre de questions, parce que là aussi, on est dans un monde où rien n'est innocent. Et est-ce que ça a un lien avec d'autres dossiers? Est-ce que ce rapport de la CIA est vraiment sorti, la transmission, est-ce qu'elle est venue de la CIA ou est-ce qu'elle est venue d'ailleurs? Parce qu'on peut aussi se poser toutes ces questions, se dire est-ce que c'est vraiment la CIA qui a donné le rapport, ou bien est-ce que c'est un autre service étranger qui avait connaissance du rapport et qui l'a transmis aux médias? J'en sais rien. Je veux dire, on s'est posé un certain nombre de questions par rapport à ça. Et vous pouvez avoir des tas de réponses, comme je n'ai pas envie de faire de la politique fiction ici maintenant. Je ne vais pas vous faire part de mes sentiments, enfin les sentiments, c'est un bien grand mot, Madame Perrallac, mais de mes réflexions, sur le sujet. Je vais rebondir, il y a une question qui vous est adressée. Y a-t-il au sein du Parlement des discussions concernant la souveraineté de la Suisse dans les domaines tels que la production des composants et de technologies IT? En effet, ces composants et technologies sont au jour d'aujourd'hui majoritairement manufacturés en Asie et aux États-Unis. Quid de l'Europe et de la Suisse? Y a-t-il des projets de réappropriation de la production de matériel IT en Suisse? Eh bien, c'est une question très intéressante. J'attends qu'il y ait des entrepreneurs qui aient la capacité de produire ces biens. Ce n'est pas la Confédération qui doit, elle, ouvrir maintenant une usine de production de composants IT. Et c'est un problème économique. Est-ce que nous avons en Suisse la qualité de produire des composants IT? Alors, poser la question, c'est un peu y répondre. Est-ce que nous avons en Suisse la capacité de produire les masques dont nous avons malheureusement besoin aujourd'hui? Et est-ce que ça fait partie des tâches de la Confédération? Oui, il y a un certain nombre de choses. C'est une des recommandations, on en a déjà parlé, qui est de dire en matière de cryptologie, nous devons garder ces compétences pour pouvoir le faire. Est-ce que nous avons aujourd'hui, effectivement, et ça c'est peut-être à M. Diaz de nous donner la réponse. Je vais rebondir là-dessus, volontiers. Parce que la question, elle se pose aussi au-delà de nos frontières, mais en parlant de l'Europe. Quelqu'un disait il y a quelques semaines de ça que l'Europe s'est trouvée en sandwich entre les Américains et les Chinois. Et que c'est un étau qui se resserre aujourd'hui, et on trouve qu'en Europe, il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui, justement, ont un lead au niveau du développement numérique. Aujourd'hui, quand on a, avec le Clusis, cherché un logiciel de vidéoconférence, pour trouver un logiciel de vidéoconférence qui soit européen, qui respecte la loi sur la protection des données, etc., parmi ces logiciels, on a trouvé justement un logiciel qui est allemand. En dehors de ça, on a vu ensuite qu'il y avait un logiciel français. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Alors, donc ça veut dire que dans tous les domaines du numérique, et pas seulement dans le domaine du chiffrement, effectivement, l'Europe, y compris la Suisse, se doit de se doter d'une capacité de développement. Oui. Alors la réponse est oui, absolument. On voit le même problème en matière d'armement conventionnel. La France a décidé de conserver ses capacités de produire des avions et des blindés.
mais je ne suis pas non plus certain que les composants électroniques qui équipent le matériel militaire français soient produits en France. Vraisemblablement que les transistors et autres sont aussi marqués Made in China ou une autre provenance. Là, j'enchaîne avec une autre question, justement, qui va tout à fait dans ce sens-là, et qui dit « Mais comment êtes-vous sûr que maintenant, aucune autre société liée à la sécurité n'est plus sous contrôle de la CIA, quid de RUAG et d'Arma Suisse ?» 3 points de suspension. Mais je ne peux pas en être sûr. Je ne peux pas. Tant qu'on n'a pas des informations, on ne peut pas en être sûr. Et RUAG a fait l'objet d'une grosse cyberattaque il y a 2-3 ans. Qui a duré une année. Ouais. Donc oui, les choses, il y a une volonté de rechercher, et puis de rechercher des renseignements, et peut-être que cette attaque vient d'un service de renseignement d'un pays avec lequel nous collaborons sur d'autres sujets. On serait même amis. Puisqu'on n'est jamais amis. On n'est jamais amis. C'est ce que j'ai compris. Là aussi, j'ai enregistré, on n'est jamais amis. On est collègues. Oui. On a à un moment donné de l'histoire les mêmes intérêts. Voilà, c'est ça. Monsieur Atmani, je vous ai vu réagir. Oui, alors après, l'attaque de RUAG en 2016, aussi, ils n'ont rien trouvé. Hein. Ils ont enquêté, ils ont rien trouvé. Oui, puis il y en aura bien d'autres. Après, c'est vrai que RUAG aussi, alors, avait des relations commerciales aussi avec des sociétés sœurs de crypto, notamment pour différentes choses. Il faut les documents maintenant, mais c'est clair et net que crypto, c'est la pointe de l'iceberg. Si tant est qu'aujourd'hui, ça soit toujours utile d'avoir ce genre d'informations. Alors, à vous entendre dans le cadre du chiffrement, bien évidemment, on gagne passablement de temps. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a d'autres moyens d'obtenir les renseignements, ce qui explique aussi pourquoi, finalement, crypto n'avait plus d'intérêt. En discutant alors avec des personnes qui gravitent autour de RUAG pour cette entreprise-là, l'intérêt n'est pas forcément uniquement dans l'écoute des pays étrangers, mais aussi après du secret des affaires, typiquement pour l'accès à certains projets, certains marchés. On veut savoir cet espionnage économique, les contrats, etc., et des marchés que vous inondez avec le marché du Moyen-Orient, etc., avec des solutions, dans d'autres concurrents qui veulent... C'est intéressant récemment de connaître les offres avant de faire la sienne. Là, on est effectivement en plein dans le sujet. Et je peux imaginer qu'aujourd'hui, dans les 4 fournisseurs d'avions potentiels, le délai pour la remise des offres, c'est d'ici une quinzaine de jours. On peut imaginer aussi que tout le monde aimerait bien connaître l'offre de l'autre. Là, on arrive encore par une autre question qui est un petit peu plus pointue, qui est peut-être moins en rapport avec le rapport, mais comme l'informatique n'a pas de secret pour vous, monsieur le conseiller aux États, la question est la suivante. Sachant que les systèmes d'exploitation tels que Windows ont très probablement des portes cachées permettant l'espionnage, trouvez-vous normal que l'armée et ou les services de renseignement utilisent ces logiciels? Que préconisez-vous? Et on va revenir, alors ce que je préconise, je ne sais pas, mais est-ce qu'on a d'autres possibilités que Windows? Alors, il y en a vraisemblablement d'autres aussi, mais qui auront exactement les mêmes problèmes. Et je crois que vous l'avez dit, aujourd'hui, malgré tout, on peut à peu près tout entendre ou tout écouter. Reste à savoir à quelle vitesse, quand et avec quels moyens. Après, l'armée, il faut aussi bien voir quelles sont les informations qui sont des informations importantes ou à caractère stratégique, de savoir comment
une compagnie Grenadier Char aujourd'hui fait pour, sur la plaine de Thun, prendre 3 maisons, n'est vraisemblablement pas un secret tellement fondamental qu'il se justifie de développer en Suisse un système d'exploitation différent de Windows. Et ensuite, il y a un certain nombre d'informations qui justifient vraisemblablement qu'on ait ces éléments, des éléments cachés. Et je ne sais pas si pour ces éléments cachés-là, on a le même système ou on a d'autres éléments. Je sais rien, ça c'est vraiment vous. Alors, je peux peut-être alimenter le débat, mais alors, il existe évidemment Windows qui est utilisé par 80% des ordinateurs du bureau du monde entier. Et puis, il y a aussi Apple qui est utilisé à environ 5%, ça reste un peu moins. Et puis, il y a aussi tout le système Android et puis tout ce qui est Linux. Et l'avantage, toutefois, il faut faire une comparaison, l'avantage de Linux par rapport à Windows, c'est que le code du langage Linux est connu. Par contre, celui de Microsoft n'est pas connu. Et à partir de là, on peut se poser la question à savoir si, effectivement, il y a des portes dérobées ou pas. Maintenant, est-ce que c'est le cas? Et si c'est le cas, donc quel intérêt? Alors, je peux peut-être revenir sur ce que l'on parlait de l'économie. À un moment donné, vous avez abordé, M. Natni, la problématique de l'avantage économique, hein, d'usurper l'information pour l'exploiter. Mais ça a déjà été le cas par le passé, indépendamment des systèmes d'exploitation. Et il me semble qu'il y avait eu le cas d'Airbus versus Boeing, et qui a touché la communauté européenne. Il me semblait même qu'il y avait un jugement qui a eu lieu dans la communauté européenne, je l'ai lu, donc, qui parlait effectivement de ces concurrences. Le système d'exploitation aujourd'hui, tout ça pour relativiser, les téléphones, on peut aussi en parler, il n'y a rien de mieux qu'un mouchard sous forme de téléphone. Il écoute tout, il enregistre tout, et il a une caméra, il peut s'activer, et ça on l'a vu grâce à Snowden, il peut s'activer à distance avec des codes qui n'existent peut-être plus aujourd'hui, mais qu'il y en aura d'autres entre-temps. Alors pourquoi pas imaginer effectivement de créer un code, un système qui est unique et qui n'aura pas des portes dérobées. Qui va le faire? Et je pense que c'est une question de moyens. Eh ben, il y en a un qui m'écrit Infomaniac, il travaille. Un petit coup de pub là. Qu'ils se font. Pourquoi pas? Mais ça serait une excellente idée. Écoutez, il me fait ça, oui, voilà. Et il y a eu à un moment donné un téléphone qui avait été, d'ailleurs une société suisse avait créé un téléphone et sur la base du logiciel Android, mais garantie secure. Garantie secure. Et bien, en fait, la commercialisation s'est arrêtée. Maintenant, est-ce qu'elle s'est arrêtée parce qu'on n'a pas pu vendre le système, ou est-ce qu'il n'y avait pas une demande suffisante pour que la société continue à fonctionner, mais elle n'existe plus aujourd'hui. Donc, moi, je ne peux que regarder ce qui se passe au niveau étatique, au niveau des réseaux, au niveau des systèmes, pour la protection des entreprises, pour revenir un peu sur mon débat, c'est de dire, nous allons analyser les échanges d'informations, on va mettre en place des mécanismes, et la loi sur la protection des données le demande, des mécanismes pour garantir que les informations ne quittent pas les lieux où elles se trouvent, et si c'est le cas, de savoir où elles vont. Alors ça, c'est dans le meilleur des mondes. Ça, c'est dans le monde dans lequel les entreprises et les individus sont respectueux de la loi. Et puis, il y a tout ce qui est cyber, attaques et menaces, qui évidemment font fi de la protection des données, la LPD, et du respect d'autrui, et qui vont tenter de récupérer toutes ces informations pour en tirer bénéfice. Et la guerre, entre guillemets, que nous menons quotidiennement pour protéger les informations des entreprises, est bien là. Indépendamment de la sphère politique ou des renseignements, qui est quand même à un niveau supérieur. Et vous l'avez dit, celui qui a le temps et l'argent arrivera de toute façon, in fine, à obtenir ce qu'il veut. Au niveau informatique, c'est vrai.
Pour aller espionner une société, il suffit d'avoir des moyens et du temps, et puis ils arriveront à trouver les informations. Donc, on ne peut pas garantir de ça, et d'ailleurs on ne se pose même pas, quand je donne des formations sur la sécurité, on ne parle jamais d'espionnage, on ne parle pas des renseignements d'État. Par contre, on va faire en sorte que 80% des attaques, des cyberattaques, n'aboutissent pas. On va mettre en place des mécanismes pour l'éviter. Mais si on peut arriver à 100%, ça serait idéal, mais le 100% en sécurité n'existe pas. Là, il y a une autre question qui intervient. Il y a les droits humains dans le titre aussi. Hein, les droits humains, une piste de réflexion intéressante. Qu'est-ce que vous en faites? Et oui, les droits humains sont fondamentaux. Et d'ailleurs, si j'ai pris ma constitution avec, c'est pas seulement pour faire du juridisme, mais parce que c'est la base. Mais la défense des droits humains revient aujourd'hui à lutter contre la prolifération nucléaire. Et lutter contre la prolifération nucléaire signifie qu'on cherche des renseignements. Quand je crois que c'était les Israéliens qui ont fait l'opération sur les centrifugeuses en Iran, c'est une opération pour, à leur avis, sauvegarder les droits humains dans leur logique, d'éviter que l'Iran se dote d'armes nucléaires. Pour les Iraniens, vraisemblablement dans leur conception des droits humains et de la protection de la population iranienne, l'intérêt d'avoir l'arme nucléaire est un autre intérêt. On ne peut pas faire fi des droits humains, mais encore une fois, et c'est pour ça aussi que la loi sur le renseignement a un but, et prévoit qu'est-ce qu'on peut faire, et que dans la loi sur le renseignement, on a par exemple, et ça n'aurait jamais passé, pas prévu qu'on avait le droit d'assassiner des gens sous le couvert du renseignement. Et voilà comment on protège les droits humains. La Suisse est championne de livraison d'armes, notamment aussi logiciels informatiques à double usage. Plusieurs entreprises avaient été épinglées, en tout cas après les révélations de Wikileaks et de Snowden, de livrer des logiciels de surveillance à des pays dits autoritaires, Oman ou Yémen, etc. Est-ce que finalement, c'est pas pour protéger les droits humains, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mieux réguler finalement ce marché très lucratif pour la Confédération, mais éthiquement discutable? On aura l'occasion d'en discuter dans 15 jours. Quel est votre avis? Et c'est une des questions. Vous savez, vous parlez d'un marché très lucratif, très juteux. On parle de 700 millions ou 780 millions, à peu près 800 millions en Suisse, sur 1200 milliards d'armes qui sont produites dans le monde. Alors, vous ferez votre choix. Moi, j'ai fait le mien. Ça ne vous surprendra pas si je vous dis que j'ai voté non à l'initiative. Mais oui, mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que la conception actuelle qui est mondialement reconnue des droits humains postule qu'il n'est pas de nouveau contraire au droit international public d'avoir une armée, que cette armée soit équipée et de vendre des armes, de produire et de vendre des armes. Ça n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Alors, on peut avoir une conception différente, c'est possible. Une fois, ça n'est pas forcément la mienne. Ma question était plutôt alors sur la notion même d'armes, aujourd'hui à l'ère numérique. Alors, je ne parle pas d'un char d'assaut, etc. Mais finalement, est-ce que si la Suisse vend certains proposants qui vont permettre après
de surveiller une population, de lui nuire? Est-ce que la conception de logiciels à double usage, etc., est-ce qu'elle doit rentrer aussi dans cette... Mais là aussi, vous avez dans la loi, vous avez la définition, notamment sur ces appareils de cryptage, il y a une définition relativement précise des États à qui on peut vendre ce genre d'appareils et à qui on ne peut pas les vendre, notamment ceux qui devraient les utiliser contre leur propre population. Alors après, vous allez me dire que bien évidemment il y a des exemples qui sont de mauvais exemples, mais peut-être aujourd'hui d'avoir même vendu à un certain nombre de ces états d'appareils avec des failles a peut-être permis de préserver les droits humains ou dans une certaine mesure d'éviter des abus. Toutefois, on peut toujours durcir la législation et puis ça a des conséquences et puis ces conséquences, il s'agit de les analyser et de décider ce qu'on veut faire. Mais jusqu'à maintenant, la population n'a pas voulu des initiatives visant à interdire... Au-delà d'un durcissement de la législation, est-ce qu'il ne faudrait pas justement l'avenir avec la crypto, que le droit de surveillance du Conseil fédéral n'a pas été usé? Est-ce qu'il finalement pour ce type de logiciel espion, est-ce qu'il ne faudrait pas justement améliorer la surveillance ou le service après-vente ou les garanties que ces logiciels ne seront pas utilisés à des fins... Mais ça, écoutez, alors bon, là, je ne connais pas suffisamment bien de nouveau toute la législation, mais dans le cadre de l'exportation de biens, il y a toute une série de protocoles qui sont faits et qui doivent être respectés. Maintenant, est-ce qu'ils sont respectés? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais je pense que ça fait partie des tâches du Conseil fédéral de faire en sorte que le contrôle soit fait sur l'utilisation prévue de ces biens, et puis d'après prendre les mesures nécessaires pour le contrôler. Et je crois que à ma connaissance, ça se fait. Il y avait une question pour vous, alors vous déterminez si vous y répondez ou pas, ou si vous voulez le joker. La question est la suivante: êtes-vous favorable à la modification de la Constitution article 10b pour ajouter l'intégrité numérique? Bon, alors on va déjà voir ce que nous dit l'article. Article 10b. Donc l'article 10, c'est le droit à la vie et à la liberté personnelle. On peut imaginer que je ne connais ni le texte de cette proposition, ni les conséquences prévisibles, mais monsieur laissez l'occasion de le dire. On a une nouvelle loi sur la protection des données, et puis l'intégrité numérique, c'est vraiment un droit fondamental, honnêtement. Non, mais je dis bien, il y a le joker. La question est posée, c'est intéressant de voir que parmi les personnes qui vous écoutent, il y en a une qui pose cette question-là, ça peut faire partie de débat ou de réflexion à l'avenir. Par contre, on a dans le code pénal toute une série de dispositions depuis une 15-20 ans pour lutter contre l'accès indu à des systèmes informatiques, parce que c'est vrai que c'est des informations, c'est des infractions qui n'étaient pas connues avant. Le vol d'une donnée numérique, qu'est-ce que c'est comme infraction? On appelle ça un vol, mais dans la définition du vol qu'on connaît, c'est la soustraction d'une chose mobilière qui appartient à autrui. Et on était confronté au problème, ce qui veut dire que le législateur, alors peut-être trop tardivement, mais s'est penché sur la question pour essayer d'avoir une protection des données numériques en particulier. Le fait qu'on vive aujourd'hui cette période Covid, avec tout ce déplacement sur le télétravail, toute cette sécurité qui n'est pas forcément soit respectée, soit maîtrisée entre l'employeur et l'employé, à Berne, ça vous interpelle, c'est une question qui vient aussi suite à crypto, avec tous ces dangers qui y sont liés, ou actuellement vous êtes pris par d'autres réalités que celle-là?
Mais vous l'avez dit, c'est un problème qui concerne l'employeur dans ses relations avec ses collaborateurs. Vous avez certaines entreprises ou certains groupes qui sont très à cheval sur les questions de qu'est-ce que je peux avoir sur mon ordinateur professionnel, est-ce que je peux avoir 2 adresses mail ou bien pas, est-ce que je peux avoir, où est-ce que je suis, et ça c'est de la politique d'entreprise. Maintenant, si moi, au sein de mon étude, je veux introduire du télétravail, ben, il s'agira que je définisse aussi les règles à mettre. Mais je vois mal que ce soit le législateur qui doive, lui, poser les règles qui s'appliqueront à toutes leurs entreprises dans leurs relations contractuelles. Mais monsieur Guez. Alors, je vais répondre en 2 manières. Je voulais d'abord revenir sur la discussion qu'il y a eu sur les droits humains. Et parce que ça m'a interpellé il y a quelques années de ça, l'existence de la société Cambridge Analytica, qui a fait effectivement usage des informations se trouvant dans un réseau social et qui a permis de fausser des élections dans un certain nombre de pays, pas un seul, un certain nombre, je crois qu'il y en avait entre 15 et 18. Et là, les droits humains sont impactés. Et là, il n'est même pas question de déformer ou d'utiliser, d'exploiter une porte cachée dans un logiciel. C'est simplement d'exploiter les informations que l'on met à disposition des réseaux sociaux. Finalement, aujourd'hui, exploiter les informations devient plus intéressant et lucratif que d'essayer de tenter de couper ou de passer au milieu d'un système, un logiciel existant. Et donc, il faut rajouter ça, les droits humains et la manipulation de ce que l'on fait de ces informations qu'on transmet tout le temps, systématiquement, à tous ces réseaux, auront un impact sur la protection des personnes. C'est sûr, même si on n'est pas conscient. Parce qu'on l'a déjà vécu. Les sociétés comme Cambridge Analytica, elles n'existent plus aujourd'hui, mais elle a quand même façonné l'existence aujourd'hui des États dans le monde entier et qui sont encore au pouvoir. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à cela. Il y en a un qui va bientôt partir. Par exemple. C'est une question de semaine. Ah, oui, par exemple. Est-ce que ce que vous dites oui. là, ça rejoint aussi la précédente question sur l'intégrité numérique. On a un voisin ici qui construit d'arrache-pied justement pour venir le hub de la confiance numérique sur l'Arc lémanique, SICPA pour pas le nommer, le PFL, etc. On en parle beaucoup depuis 2 ans, alors qu'Internet existe depuis bien longtemps. Et si on en parle autant, c'est parce que, 1, peut-être que la confiance était rompue, et 2, parce qu'il y a un levier économique. Mais par contre, on peut développer pas mal de choses, et moi ce qui me choque, c'est finalement on n'a pas tellement beaucoup du citoyen. Qu'est-ce qu'il veut? Comment est-ce qu'il veut évoluer dans cette société numérique? Quelle idée il veut partager? Et c'est à la fois une exigence politique, mais aussi économique, de pouvoir mettre en place finalement sur des problématiques qui sont transversales et qui méritent de pouvoir évoluer en fonction de l'évolution de la société numérique. Donc je trouve la question sur d'inscrire l'intégrité de la Constitution pas si mauvaise que ça. Mais Monsieur le conseiller aux États va y réfléchir. Oui, non, mais ça ne faisait pas partie forcément de crypto. Hein. Non, mais bon, alors honnêtement, je ne maîtrise pas suffisamment la définition puis les conséquences. Mais après, on va arriver à la problématique par rapport à l'intégrité numérique. On prend toute une série de dispositions législatives pour protéger les individus, des fois un peu contre leur gré, puis finalement c'est les mêmes individus qui, s'ils n'ont pas dit tout ce qu'ils avaient fait le week-end passé avec photo à l'appui sur tous les réseaux sociaux, qui à ce moment-là se sentent exclus de la société. Et
je ne suis pas certain que tous ces gens le fassent avec conscience et volonté. Oui, alors après, moi j'ai minimisé aussi la responsabilité individuelle de chacun, parce qu'il y a aussi une dépendance finalement à des entreprises, que ce soit américaines ou asiatiques, à des réseaux sociaux, qui appliquent des règles auxquelles on doit se conformer pour en être finalement. Et il y a aussi l'éducation, l'école aussi, de sensibiliser. Oui. Effectivement, un degré d'éducation et d'école. Là, je vous suis tout à fait. Juste avant de donner la parole à Monsieur Diez, j'indique que cette responsabilité numérique, elle interpelle passablement de nos auditeurs, parce que maintenant on vient de me dire que la Fondation Ethos vient d'introduire la responsabilité numérique d'entreprise dans ses critères. Donc je sens que c'est quelque chose qui est en devenir, c'est un mouvement. Ça méritera qu'on reprenne ce sujet-là pour un autre événement. Quand j'aurais compris de quoi il s'agit. Non, j'ai avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Monsieur Diaz, vous vouliez intervenir. Oui. Alors, dans la sensibilisation des personnes et des entreprises, nous faisons des événements régulièrement. Et puis, on s'aperçoit, et ça c'est mouvant, vous avez parlé, vous avez même fait la gestuelle, c'est mouvant. Pourquoi aussi pour nous? Car nous allons sensibiliser et former des personnes qui sont des responsables ou des personnes qui sont dans la production, mais ces gens-là vont rester en place combien de temps? C'est fluctueux. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas fini de les sensibiliser qu'il faut recommencer. Et ça, c'est un problème majeur de la société actuelle. Ça veut dire, et je rebondis sur ce que vous disiez, c'est qu'il faut amener la connaissance du numérique au niveau des enfants. Il faut donner cette information, il faut former les personnes à la protection de l'information depuis leur plus jeune âge. Et je pense que là, il y a effectivement des axes de réflexion qui méritent d'être analysés. Oui. Aux enfants et aux dirigeants. Oui, non, mais je veux dire, ça doit être au milieu. Oui. Ah oui. Non, mais je pense que dorénavant, on devra tous avoir un réflexe protection, un réflexe cyber, on devra tous l'avoir et se rendre compte qu'à chaque fois qu'on met quelque chose sur les réseaux, on alimente l'intelligence artificielle et elle en fait quelque chose. Elle en fera quelque chose. Et là, ça, c'est de notre responsabilité. Et vous pouvez l'amener encore même avant encore l'intelligence artificielle. Le simple fait de dire aujourd'hui, avec la crise, le cash est en train de disparaître et on paye par carte de crédit. J'ai un certain nombre de clients qui ne se rendaient pas nécessairement compte qu'en payant quelques bouteilles de champagne avec leur carte de crédit, ça pourrait, une fois ou l'autre, leur être opposé. Et je l'ai dit de manière élégante. Ils ont quand même du champagne. Ils ont quand même du champagne. Non, mais là aussi, et ça fait partie de toute cette problématique. Qu'est-ce que je laisse comme trace et qu'est-ce que je veux laisser comme trace? Pardon. Non, le numérique, ça c'est l'inconvénient. Le numérique n'oublie pas. Et il y a toujours cette information parce que du moment où elle est numérisée, digitalisée, on peut la copier, recopier et puis recopier sans s'en apercevoir. Oui. Et pour l'éternité. Non. Et c'est le problème des morts sur les réseaux sociaux aussi. Qui existe toujours. Oui, ça aussi. Écoutez, on arriverait au terme de notre événement, mais je propose qu'on arrive à une conclusion. Donc moi, je vous propose à chacun de prendre la parole pour conclure. Monsieur le conseiller aux États, en conclusion crypto, vous dites aujourd'hui quel est le résultat de notre réflexion, et la même chose pour monsieur Atmani et pour monsieur Diaz. Alors, ma conclusion, heureusement, l'enquête que nous avons menée n'a pas décelé de graves violations de la loi et l'enquête que nous avons menée n'a conduit
simplement à constater qu'il y avait eu un défaut d'information. Et j'en suis heureux pour les institutions de mon pays. Merci. Monsieur Atmani. Moi, je trouve que cette affaire crypto, c'est une énorme chance pour la Suisse et ses institutions. On parlait de confiance numérique. C'est l'occasion maintenant de pouvoir aussi thématiser, parler en toute transparence de ces problématiques-là, parce qu'il y a évidemment l'intérêt public et les enjeux aussi qui sont économiques. Alors, je serais extrêmement inquiet si plus rien ne se passait. Vous avez compris. Disons, j'ai écouté. Monsieur Diaz. Alors, évidemment, je ne reprendrai pas forcément sur l'affaire crypto, puisque autour de cette table, il y a des gens qui en savent beaucoup plus que moi. Mais je trouvais très intéressant, et je vous remercie de m'avoir invité, parce que ça me permet de mettre en évidence la protection des données. Ce n'est pas une affaire que des entreprises, c'est une affaire de tous. Et cette protection des données qui existe dans la loi aujourd'hui, et qui existe dans la loi européenne d'ailleurs, et moi, je me réjouis qu'elle soit appliquée. Il y a encore 3 ans en arrière, il n'y avait rien. Avant 2018, la loi sur la protection de RGPD, comme on appelle en Europe, n'existait même pas. Et aujourd'hui, on a quand même un début des réponses à la protection des informations, et il faut maintenant l'appliquer. On s'aperçoit que même dans le domaine suisse des PME et des entreprises de taille intermédiaire, et on ne met pas systématiquement en place des mécanismes qui permettraient de protéger les informations au moment de l'échange. Et valoriser les informations que l'on possède permet aussi de connaître son patrimoine et de ce que l'on va transmettre ensuite aux personnes qui vont rester après. Et tout ça est un travail qui doit être effectué. Alors évidemment, pour une PME de 3 personnes, peut-être que ce ne sera jamais fait. Une réponse qui me donne souvent les personnes, je n'ai rien à cacher, de toute façon, il n'y a rien d'important là-dedans. Quoique, il est important de connaître ce que l'on possède pour ensuite faire bon usage. Et je m'arrêterai là. En tous les cas, je vous remercie tous les 3 d'être intervenus aujourd'hui. Je remercie Monsieur le conseiller aux États de s'être déplacé pour nous parler du rapport. Monsieur Atmani, on vous souhaite plein succès pour vos prochains reportages. Merci. Et puis, nous espérons pouvoir continuer sur le thème de la confiance numérique. Pour nous, Clusis, je dirais que c'est le maître mot de toutes les actions que nous menons. Et nous nous réjouissons dans les mois à venir de voir dans quelle mesure le Conseil fédéral tiendra compte des mesures que vous leur avez proposées et s'ils donneront une suite. En tout cas, au plaisir de vous accueillir prochainement pour un autre événement. Je souhaite à chacun et à chacune une très agréable soirée. Au plaisir de vous revoir également pour un autre événement Clusis. Les prochains sont déjà la semaine prochaine. On vous laisse en prendre connaissance sur notre site. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.